En arrivant dans le camp de Youmbe, les réfugiés venus du Soudan du Sud ont enfin pu recommencer à respirer. Ils ont quitté leur pays dans la hâte, en laissant tout derrière eux. De l'autre côté de la frontière, la peur de tomber entre les mains d'hommes en armes a enfin cessé. En chemin vers l'Ouganda, on a vu des gens se faire massacrer ou dépouiller. Des bandits volaient et tuaient ceux qui avaient une moto ou une voiture. Que ce soit sur la route ou dans leur village, tous ceux qui ont fui rapportent les mêmes témoignages de violence, de viols, d'enlèvements. Ma mère s'est fait kidnapper et tuer à coups de couteau sur le chemin de la ferme. Mon père, lui, s'est fait tirer dessus à Djouba. Ici, on n'entend plus les tirs. La guerre civile sud-soudanaise, qui oppose les forces du gouvernement à celles de l'opposition, dure depuis plus de 3 ans. À l'été 2016, un an après la signature d'un accord de paix, les combats ont repris de plus belle, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir. Quelques 250 000 réfugiés ont été installés à Youmbe. Toutes les organisations doivent un peu faire face à cet influx massif. Et donc pour cela, nous, on a mis surtout en place, dans un premier temps, des actions d'approvisionnement en eau, latrines et services de santé basiques dans un premier temps, c'est-à-dire des cliniques mobiles, puis des cliniques qui sont devenues permanentes. Et nous mettons actuellement un système de surveillance de la santé de ces populations sur l'ensemble du camp, histoire de faire face à de potentielles épidémies. Pour éviter ces épidémies, MSF travaille notamment à l'amélioration de la qualité de l'eau. Car l'accès à l'eau et aux installations sanitaires reste le problème majeur de ce camp qui, 6 mois après les premières arrivées, commence, à certains endroits, à prendre des allures d'installation permanente. Un pays sans peuple n'est pas un pays. Nous avons besoin d'un pays où les civils sont protégés, où ils ont de la valeur. L'Ouganda s'est organisé pour accueillir dignement les réfugiés, mettant à leur disposition des parcelles de terrain et leur distribuant le nécessaire pour se construire des abris et cuisiner. L'afflux massif de personnes en quelques mois a certes rapidement excédé les capacités d'accueil du pays. Mais la situation dans les camps se stabilise, offrant aux réfugiés, à défaut de la promesse d'un retour rapide dans leur pays, la possibilité de vivre en sécurité. Début janvier, à Paris. Il pleut et la température oscille entre 0 et 10 degrés. Ce jeune homme de 24 ans vient du Pakistan, non loin de la frontière avec l'Afghanistan. Il est arrivé à Paris il y a 2 jours. J'ai dormi sous un pont. Il y avait d'autres personnes, des personnes âgées. J'ai passé une nuit sans couverture, sans nourriture. Il pleut, il fait froid, c'est dur à supporter. Depuis fin décembre, une équipe MSF offre un espace d'écoute, une aide pour surmonter le froid et des consultations médicales aux personnes sans hébergement. Car sur les 70 à 80 migrants qui arrivent quotidiennement à Paris, seule une cinquantaine parviennent à être hébergés chaque jour dans le centre humanitaire de la Chapelle, mis en place par les autorités. Des centaines de personnes dorment donc dans les rues, malgré la volonté des autorités de les chasser de l'espace public. Les policiers sont venus ce matin. Ils ont pris tout ce qui nous appartient, nos couvertures et nos matelas. Ils ont tout mis dans un camion et ils nous ont chassés d'ici. La police nous brutalise. Parfois, ils frappent les gens, surtout sur les genoux. Ils utilisent aussi des lacrymogènes. Une centaine de migrants venus d'Afrique de l'Est dorment dans cette rue du nord de Paris. Après chaque intervention policière, ils reviennent s'installer ici, simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Les habitants de Mossoul ont vécu 2 ans dans une zone contrôlée par le groupe État islamique. En octobre 2016 a débuté une offensive de l'armée irakienne, des combattants kurdes et des milices chiites
pour reprendre la ville avec l'appui de la coalition internationale. De nombreuses personnes ont alors fui pour échapper aux bombardements et aux combats. Rim s'est réfugiée dans le camp de Razir avec sa famille. Elle m'a dit qu'elle a vécu 2 ans à Mossoul. Son mari était policier. Ils étaient menacés tous les jours. Ils vivaient dans la peur car à l'époque, on exécutait les policiers. Aujourd'hui, elle a des maux de tête, le souffle court, une perte d'appétit. Elle ne dort pas, elle est anxieuse, elle a peur. Elle a des symptômes de stress post-traumatique, des flashbacks d'événements traumatisants qui lui sont arrivés ou dont elle a été témoin. Ce récit, fait à une psychiatre de MSF, n'est pas un cas isolé. Devant la détresse engendrée par ces violences, et pour aider les déplacés à trouver la force d'affronter les nouveaux défis qui les attendent, une équipe MSF dispense des soins psychiatriques et psychologiques dans les différents camps de déplacés. Voilà un hôpital MSF situé non loin d'une zone de conflit. L'espace disponible, les ressources humaines et les moyens techniques permettent de prendre en charge dans de bonnes conditions jusqu'à 10 cas urgents simultanément. Au-delà, il a été convenu de déclencher un plan blanc, dont les détails ont été prévus, et le déroulé répété avec les équipes, afin que chacun connaisse la marche à suivre. Jour J, plusieurs bombes viennent d'exploser dans un marché situé à quelques kilomètres de là. L'hôpital est prévenu, il va recevoir 50 blessés d'ici une quinzaine de minutes. Le médecin des urgences prévient le directeur de l'hôpital. Il faut déclencher le plan blanc. Une sirène prévient aussitôt l'ensemble des services. Première urgence, vider l'hôpital de tous les patients qui peuvent partir. Quel que soit le service, il faut libérer un maximum de lits. Se préparer ensuite. Les blessés seront répartis en 4 zones, vertes, jaunes, rouges ou noires, en fonction de leur état. Dans chaque zone, il faut disposer les lits et matériel médical nécessaires et mobiliser suffisamment de ressources humaines. Ainsi, au déclenchement du plan, le personnel cesse ses activités courantes et se dirige vers le poste qui lui a été confié. Par exemple, l'hygiéniste du service pédiatrie se rend en zone rouge pour nettoyer les lits dès qu'ils sont libérés. Les 2 médecins urgentistes, eux, se séparent entre la zone rouge et la zone jaune. Toutes les entrées de l'hôpital sont fermées, sauf une où s'opère un premier filtre, un patient et un accompagnant, pas plus. Pour permettre aux équipes de travailler efficacement, le reste des accompagnants attendent à l'extérieur. Passé ce premier filtre, la deuxième étape concerne le triage. Un médecin évalue chaque patient et lui assigne une couleur. À ce moment, il faut prendre une décision rapide, basée sur des critères simples. Si le patient marche et ne présente pas de blessures ou symptômes inquiétants, c'est un cas vert. C'est le moins urgent et sa prise en charge peut attendre plusieurs heures. Si le patient est allongé et ne respire plus, ou si le médecin juge que l'hôpital n'a pas les ressources qui permettraient de lui sauver la vie, c'est un cas noir. C'est la décision la plus difficile à prendre. Ce patient recevra des soins palliatifs. Si le patient a des blessures ou des symptômes inquiétants, ou bien s'il présente des signes de détresse neurologique, respiratoire ou cardiovasculaire, c'est un cas rouge à prendre en charge en priorité. Tous les autres cas sont dirigés vers la zone jaune. Ils peuvent attendre 1 heure avant d'être pris en charge. Les brancardiers amènent chaque personne dans la zone qui lui a été attribuée. En zone rouge, les médecins urgentistes stabilisent les patients. Le chirurgien détermine lesquels doivent être emmenés au bloc opératoire et dans quel ordre. Cette organisation permet de sauver le plus grand nombre de vies possible. Au Pakistan ou au Yémen, par exemple, les équipes MSF ont parfois dû prendre en charge plusieurs centaines de patients en l'espace de quelques jours. J'ai toujours été sur le terrain à l'étranger et
Après 8 ans à l'étranger, je reviens un peu en France et je découvre une situation absolument incroyable par rapport à cette problématique des migrants. Ça me choque assez, aussi bien au niveau de notre gouvernement, de nos instances, la manière dont on accueille ces migrants. Donc je suis vraiment assez outrée par les procédés et en même temps plutôt quand même rassurée de voir que les citoyens sont très impliqués, en tout cas sur Paris. Heureusement que les citoyens sont là, très clairement, parce qu'ils ont comblé le gap de notre État, quelque part, en intervenant auprès de ces migrants qui dorment dehors. Ravi d'autre part aussi qu'MSF soit impliqué sur la gestion des migrants à Paris. Tout le monde semble enfin unanime sur le fait qu'on doit continuer à faire quelque chose. Donc ça c'est vraiment super et avec du recul, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi MSF n'était pas encore là, quoi.